De devoir jouer la maladresse à ce degré-là, ça existe rarement. Là, c'est vraiment l'idée qu'on t'a placé aux commandes d'un corps que tu n'as jamais commandé, quoi. Comme si on te mettait à bord d'un véhicule que t'as jamais piloté. Vous êtes sur la chaîne de CEO et aujourd'hui, on se retrouve pour la 9e analyse d'animation. Pour rappel, mon métier, c'est animateur 3D et à travers ce format, j'essaye de vous transmettre ma passion pour l'animation et le savoir un peu plus technique qu'il peut y avoir autour. La dernière fois, on avait parlé de Cars 3, aujourd'hui, on revient sur un autre film Pixar très récent, Soul. Pour ce 9e épisode, j'ai choisi Soul parce qu'il propose un univers riche et intéressant à analyser. En plus de ça, c'est la première fois qu'on va aborder une animation qui tire autant son curseur vers le réalisme. On est parti pour cette analyse de Soul avec la première scène, Joe Gartner qui fait cours à ses élèves. Donc évidemment, on va parler de Soul, on va parler d'hyper-réalisme ici, avec une quantité astronomique de détails qui sont placés à droite à gauche, qui sont toujours intéressants à analyser. Voilà, ne serait-ce que dans ce premier décor déjà qu'on a sous les yeux. On a ici des affiches collées de manière un peu irrégulière, elles sont pas droites. Sur celle-là, on peut voir les rebonds de lumière et les pliures qui montrent que l'affiche a été pliée en 8. La texture du tableau est vachement travaillée aussi, on voit que c'est un tableau qui a servi, qu'il est pas clean, avec plein de restes de traces. Et donc ici on a une vue d'ensemble de la classe. Alors ici en termes d'animation, on va surtout analyser les posings, puisqu'on est sur des élèves assis sur leur chaise, donc il n'y a pas vraiment de mouvement d'animation. Mais déjà rien que dans leur posing, on peut déduire pas mal de choses, on voit qu'ils sont tous blasés, qu'en fait il n'y a pas grand monde qui est vraiment concentré dans ce cours. En fait rien qu'en la découvrant, on voit que cette classe n'est pas animée d'une énergie folle. Alors aussi l'autre truc intéressant, c'est qu'on est sur un film centré sur la musique, et ici de l'analyser sans le son, ça fait qu'on peut quand même voir qu'il y a des notions de rythme qui se dégagent juste par l'image. Parce que même si on fait pas attention à Joe qui lui bat la mesure de manière évidente, on a cet élève là par exemple qui bat la mesure avec son pied, on voit aussi cet élève là qui a le genou qui vient battre la mesure, et pareil pour Connie qui vient battre la mesure aussi avec sa jambe ici. Mais sinon pour tous les autres élèves c'est surtout des posings très décontractés, très relax, il y en a même un qui va bâiller. Alors après s'ensuit quelques gags visuels, c'est intéressant l'animation là de l'élève qui aspire, on voit vraiment comment a été géré le rythme, il s'approche lentement vers les bonbons, et en 4 images il y a la force qui s'opère pour qu'il fasse son aspiration, donc tout son corps se braque vers l'arrière, avec des tremblements sur ses bras. Là, cet élève-là qui se fait surprendre en train de ne pas suivre le cours. Alors, on voit que malgré qu'on est dans de l'hyper-réalisme, on peut quand même avoir du léger stretch and squash qui s'opère. C'est-à-dire que là, sur sa réaction de surprise, sa tête vient d'abord s'allonger, puis s'écraser un petit peu ici, pour ensuite être de nouveau allongée un petit peu, et enfin arriver en quelques images sur sa forme de tête normale. Donc ça, c'est des déformations qui, dans la vie réelle, ne se font pas, hein, bien sûr. Mais ici, dans de l'animation, ça vient ajouter de la vie, et puis on perd pas vraiment en réalisme, en fait, en faisant ça. Alors d'ailleurs, à noter que depuis le début, je parle d'hyper-réalisme, mais en fait, c'est surtout dans les décors, les objets, et pas dans les personnages. Les personnages, c'est la seule exception ici pour lesquels on a gardé un design un petit peu cartoonisé. Alors c'est pas du cartoon non plus parce que leurs proportions sont globalement respectées, mais ils ont des visages qui ne sont pas des vrais visages humains, hein. C'est le but n'est pas de les faire ressembler à des vrais visages d'humains, c'est-à-dire qu'ils ont des visages, des formes de tête qui ont été designées et qui n'existent pas, avec des traits exagérés, des formes vraiment mises en évidence pour donner de la personnalité au design. Voilà, il y a carrément une élève qui est allongée sur les chaises. Et alors après, Connie va s'emporter dans son solo, et là c'est assez intéressant ce moment où l'attention des autres élèves va se concentrer sur Connie. J'aime trop elle qui fait un petit regard de jugement de haut en bas, vraiment. C'est vraiment, elle la dévisage de haut en bas comme un gros jugement. Donc voilà, tous les yeux des élèves se tournent vers Connie. Il y a elle, carrément, elle a un peu peur parce que l'instrument est proche d'elle, donc elle a un petit mouvement de recul. Et ensuite, Connie se sent jugée et donc elle va se vexer. Alors aussi, avec l'arrivée de lumière dans la pièce, on sent vraiment comme un espèce de grain dans l'air qui vient vraiment donner du réalisme et de la crédibilité à l'image. On a vraiment l'impression d'être face à des images en prise de vue réelle. Et puis ouais, c'est fou la quantité d'objets, de détails qui ont été disposés là pour vraiment donner du réalisme. Tout ça, c'est des heures et des heures d'études de salle de classe de musique, de voir comment c'est foutu. Il y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Alors après, je vais zapper la plupart des scènes de musique du film parce que j'ai déjà fait une vidéo entièrement consacrée à ça, donc ça pourrait faire un peu redite. Donc si vous voulez en apprendre plus sur la musique dans la 3D, je vous redirige vers cette vidéo. Et nous, on va aller vers une autre scène maintenant. Alors voilà, la deuxième scène que j'ai choisie, c'est celle où Joe, du coup, apprend la bonne nouvelle qui va être sélectionnée pour participer au concert. Et du coup, c'est un peu une des premières fois dans le film où on peut voir les rues de New York, comment elles sont foutues ici. Donc là, pareil, vous imaginez la quantité de travail pour représenter des rues entières de manière réaliste. Il y a là aussi énormément de choses à penser pour rendre le réalisme et l'ambiance d'une rue animée. Donc ça va commencer par l'intervention de figurants assez variés dans leurs actions. On va en voir encore plus après. Voilà, rien que là, par exemple, on a un couple qui discute sur le banc, une femme au téléphone, une voiture qui passe, un piéton qui s'engage sur un passage piéton, un autre piéton là-bas. En fait, on sent que ça bouge de tous les côtés, que tout le monde va dans des directions différentes et font des actions différentes. Et tout ça se passe au deuxième, troisième plan. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment juste de l'enrobage. En fait, l'action qu'on voudrait nous montrer, c'est surtout Joe ici au premier plan. Mais il y a tellement de choses qui se passent à l'arrière que ça vient vraiment nous immerger dans l'univers. Alors ensuite, plusieurs petites scénettes ironiques où Joe va frôler la mort. Donc là, il passe dans un chantier. C'est intéressant l'animation de l'ouvrier ici qui, en mettant le pied derrière, on voit la planche qui vient un petit peu se plier sous son poids. On sent vraiment la répartition du poids qui est faite sur la planche ici. Et pareil pour le deuxième ouvrier, dès qu'il s'appuie un peu sur la planche, on voit que la pile de planches s'incline vers l'avant. Donc ensuite toutes les briques tombent,
le petit shaky cam qui fait bien ressentir le poids qui vient de tomber. Alors après, Joe va frôler la mort une deuxième fois ici. Là, il y a tout un jeu de trajectoire qui a été pensé entre Joe et les voitures, parce qu'on voit vraiment que le moment où son pied se retire d'ici, il a peut-être 1 ou 2 frames de battement avant que la voiture le touche. On sent même dans l'avancement des voitures que la route est un peu irrégulière, on les sent un peu rebondir les voitures sur la route. C'est encore du détail que j'avais même pas remarqué la première fois. Donc voilà le détail aussi de la voiture qui commence à dévier de sa trajectoire parce qu'elle a eu le temps de voir Joe de loin, donc elle a eu le temps de commencer à tourner le volant. Ensuite il passe au milieu des pots de banane et des clous. Alors là, animation de Joe assez intéressante aussi avec une double réaction de surprise d'affilée. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le chien qui l'attaque, donc première réaction de surprise. On voit que son poids vient descendre sur cette jambe qui vient se plier pour lui donner l'impulsion de sauter. Et du coup c'est sa deuxième jambe ici qui vient assurer la réception. Là il fait 2-3 pas en arrière, et ensuite on a sa tête qui se tourne en premier, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est notre tête qui vient d'abord se tourner pour chercher l'information où est-ce que je me dirige, et ensuite le corps qui va suivre dans un deuxième temps. Sauf que là du coup, en tournant la tête, il s'aperçoit qu'il y a un autre danger qui lui arrive dessus, avec la moto, donc deuxième réaction de surprise. Là c'est avec son bras qu'il va essayer de tirer une autre force pour le ramener vers l'avant, et ensuite il reprend sa démarche, sauf que cette fois il va chuter dans les égouts, et là aussi sa chute est vachement riche à détailler. En fait c'est une action qui va très très vite, mais il y a par exemple ce détail de la main bien montré en évidence avec bien le jour qui vient se refléter dessus, pour qu'on comprenne vraiment le posing de chute qu'il est en train de prendre. Et alors après il y a tout plein d'éléments qui vont suivre à leur rythme, entre sa valise, son chapeau, son portable et les feuilles qui viennent ressortir de la valise une dernière fois. Ça fait vraiment une chute en 3-4 temps en fait qui est bien riche. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais ici on a une belle vue plongeante sur toute la rue, avec voilà une voiture qui passe au loin, un piéton qui passe au loin. En fait tout plein d'astuces qui viennent montrer que l'endroit qui est là-bas existe aussi. Si on voulait aller là-bas on pourrait. Ça vient encore une fois donner énormément d'immersion. Et donc ensuite on va enchaîner sur Joe qui devient une âme qui arrive dans le monde des esprits. Donc on va passer sur la scène d'après. Donc là en fait on découvre tout un univers un petit peu à part. Donc là aussi il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut un petit peu détailler. Donc déjà ne serait-ce que dans le design des âmes, comment ils ont pensé ça. En fait ils se sont dit comment on va représenter une âme. On veut quelque chose de à la fois simple et à la fois compliqué, c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire que quand on voit l'âme de Joe ici, il y a un aspect un petit peu nuageux, un petit peu presque gélatineux, qui à la fois fait de lui juste une forme simple tout arrondie, mais à la fois il y a des choses un petit peu plus ambiguës, c'est-à-dire que par exemple on voit que ses contours ne sont jamais bien tracés, tous ses contours sont flous, sont un peu diffus, et après dès qu'il y a une accroche de lumière sur lui, il y a cet effet un petit peu arc-en-ciel aussi. Du coup ça fait un espèce de mélange un peu bizarre sur le personnage qui fait qu'on sait pas trop s'il existe vraiment, est-ce qu'il est là mais il est pas là en même temps. C'est plutôt bien fait je trouve, et donc à l'inverse de ces contours qui sont diffus, on a quand même quelques tracés précis sur lui pour signifier par exemple les rides du front, les rides sous les yeux. Ça c'est des petits éléments de détail qui sont rajoutés pour quand même différencier toutes les âmes entre elles. On voit aussi que les mains sont entièrement tracées. Là aussi c'est un choix de Pixar qui est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire qu'ils veulent garder leur forme de main pour pouvoir faire des posings de mains et tout, parce que dans les actions, dans les différentes animations, c'est important d'avoir des mains qui peuvent montrer des choses, faire des choses avec leurs doigts. Voilà, ça permet de faire des actions comme ça qu'on comprend bien, donc c'est important d'avoir des formes de mains qui sont lisibles. Et ensuite il y a ces personnages de conseillers là qui sont super stylés aussi. Donc les conseillers, comment ils ont été pensés? J'avais vu le making of en fait, l'idée c'est que c'est des personnages qui sont faits d'un seul fil. Si on suit leur contour, c'est vraiment un seul fil qui se suit, et même pour les préparer ils avaient fait ça avec des fils de fer dans la vraie vie, avec un fil qui venait tordre et faire des torsions pour vraiment faire toutes les formes possibles. Je trouve ça super original, et alors en plus ils peuvent se changer et devenir de plein de formes différentes. Voilà, il y a le moment où le conseiller tire la ligne du milieu pour faire comme si c'était une espèce de veste dans laquelle il peut ranger des choses. Et alors on voit ici, image par image, comment un petit peu ça se passe. C'est vraiment assez complexe le traitement des conseillers, parce qu'on voit que quand son bras passe devant lui, ça fait en fait apparaître en transparence ce qu'il y a derrière, le décor derrière. Donc niveau animation, je sais pas exactement comment c'est traité. En fait je pense qu'à l'étape de l'animation, c'est relativement comme un personnage classique avec des contrôleurs sur ses mains, ses bras, mais ça doit être dans la programmation des rendus que ça doit être particulièrement complexe. Ils ont dû réussir à installer au rendu que quand il y a deux couches du personnage qui se superposent, ça devient invisible derrière. Je pense que ça doit être des histoires comme ça. C'est toujours un peu mystérieux les outils qu'utilise Pixar, en fait on n'a pas trop d'infos. Je sais qu'ils ont leur propre logiciel comme Renderman par exemple, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et souvent dans leur making of, ils montrent des trucs qu'ils font en termes d'idées et tout ça, mais ils montrent pas trop leur logiciel, leurs outils vraiment. Donc on peut que supposer, et là je pense que c'est des développeurs qui ont dû bosser vachement le rendu pour que ça fasse des interactions assez originales comme ça. Et alors voilà le genre d'animation qu'il est possible de faire avec eux, ils peuvent se transformer, se modifier dans tous les sens. Alors, on le voit encore ici là, quand son bras passe devant, ça fait apparaître encore plus en transparence l'univers derrière. Ça doit vraiment être une histoire comme ça de couches du personnage en superposition, je pense. Et donc après il y a cette idée aussi là des bâtiments qui donnent des personnalités, je trouve ça assez intéressant. Donc là c'est une personnalité plutôt excentrique, donc le bâtiment il devient complètement foufou, il fait vachement de mouvements et il en sort du coup des âmes excentriques. Et là à l'inverse on a un bâtiment qui les rend plutôt blasés, donc on est juste sur un bâtiment stoïque qui bouge pas comme les gens blasés. Avec voilà très peu d'animation dans le bâtiment. C'est toujours intéressant aussi de remarquer
remarquer que malgré qu'ils soient tous des âmes un petit peu pareilles, ils ont quand même pensé à faire des expressions de blasitude, si je puis dire, différentes. On n'a pas deux fois la même âme qui fait exactement la même chose, ça serait pas très intéressant. Là, ils ont bien pensé à tous les faire à des degrés un petit peu différents, avec les yeux qui regardent ailleurs, ou une fermeture de paupières plus ou moins différente. C'est toujours sympa à analyser ça. Là aussi, on peut voir un petit peu le décor de près, ces espèces de collines qui sont faites avec des contours qui évoquent un petit peu les molécules qui composent la colline, j'ai envie de dire. Même si là, l'idée, c'est que c'est pas vraiment des molécules, puisqu'on est dans un monde à part, on est dans une dimension complètement différente. En fait, c'est un traitement qui ressemble un peu au traitement des âmes, c'est comment filmer du rien, c'est-à-dire que les âmes, elles sont composées un petit peu de rien, on pourrait se dire. Et donc, comment on filme ce rien? C'est vraiment en venant jouer avec les matières, tout est flottant, tout est lisse, duveteux, c'est un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, à noter aussi que le traitement hyper réaliste de New York, il a sûrement été choisi pour contraster avec ce monde qui est un autre monde un peu plus fantastique, un peu moins réel du coup. Ouais, si vous vous demandiez pourquoi pour Saul ils se sont mis à faire du réalisme à ce point, ben je pense que c'est pour appuyer ce contraste avec cet autre monde. Mais on est où là? Alors après on va passer à une autre scène qui est la rencontre avec 22, avec ici une animation incroyable, peut-être une des meilleures animations je pense du film, avec 22 qui fuit le conseiller qui se crée des nouveaux bras pour essayer de l'attraper et tout, je trouvais ça hyper stylé. Quand on vient un petit peu décortiquer au image par image comment ça se passe, les bras du conseiller qui apparaissent. Ah, on le voit ici quand même, ça fait d'abord une petite protubérance ici qui pousse pour enfin faire un bras en quelques images. Et pareil ici, il y a le quatrième bras là qui apparaît d'abord en petit, puis qui pousse. Et 22 qui va faire comme du breakdance, qui va faire des glissades, tout ça. Mais le conseiller va finir par l'attraper. C'est très marrant aussi ce moment où 22 se met en espèce de gélatine. Ça se passe vraiment en quelques images et tout son visage devient complètement dégoulinant. Ah mais je le remarque que ici, mais j'avais pas vu, mais en fait à la base des conseillers, on voit qu'il y a comme des espèces de petites particules qui viennent se concentrer pour former son fil. Comme si son fil était fait d'énergie en fait, je l'avais même pas vu avant ça. Ah, il y a vraiment des petites particules qui courent sur le sol pour venir créer en fait le fil du conseiller, c'est impressionnant. Et donc Joe se retrouve seul avec 22, j'adore cette animation de quand il la jette sur le sol, qu'elle rebondit de manière flasque et qu'elle fait son meilleur sourire. L'effet comique marche vraiment. Donc là il se retrouve encore dans un autre espace-temps avec en fait les différents souvenirs de ce monsieur. Donc là encore tout un jeu de mise en scène très original avec des projecteurs un petit peu à la manière d'une pièce de théâtre, comme si chaque souvenir, chaque moment de notre vie était une petite scénette dans une grande pièce de théâtre. Donc ensuite 22 va détailler les moments qu'elle a passés avec ses mentors, elle les a tous saoulés. Et là aussi je trouvais ça intéressant de voir comment chaque mentor avait été représenté en quelques traits. Donc Mère Teresa avec sa capuche bien reconnaissable et son petit chapelet à la main, et aussi les petites rides rajoutées. Pareil Copernic, il a une perruque mais il y a surtout plusieurs éléments qui rappellent l'astronomie autour de lui. En fait là comme c'est des scènes qui défilent très vite, c'est vraiment en quelques indices on nous fait comprendre qui sont ces personnages. Mohamed Ali aussi, le petit short, la coiffure qui va bien et bien sûr les gants de boxe. Ouais non, tout ce passage est assez intéressant et en fait ça nous permet très vite de comprendre que 22 est un cas à part et qu'elle va être le principal élément perturbateur du récit. Salut les voyageurs astrosidéraux! Alors après encore un autre espace-temps avec le désert des âmes égarées, avec voilà vraiment cette idée de plénitude qu'on atteint quand on est en transe en train de faire une passion ou quoi. Là aussi j'adore le traitement de la matière avec ce sable, en fait ça a été pensé un peu comme du sable kinétique, c'est-à-dire que c'est un sable qui même quand il est sec peut se modeler comme si c'était du sable mouillé. C'est un petit peu l'idée ici avec en plus un aspect un peu stellaire je dirais, puisqu'il est un peu constellé de petits scintillements. Ouais ce film il est impressionnant pour ça, c'est qu'il y a vraiment 4-5 dimensions différentes qui ont été travaillées avec leurs univers un petit peu à part. Et donc à l'inverse des gens en transe, on trouve aussi les gens qui sont des âmes égarées. Donc là aussi animation intéressante, c'est vraiment des personnages qui marchent d'un pas lourd, qui sont complètement voûtés vers l'avant. On sent que c'est vraiment des êtres qui sont privés d'humanité, de personnalité. Ils ont plus qu'une seule lueur en guise de regard parce qu'ils sont focus sur une seule chose en fait. En l'occurrence souvent leur échec. Et même dans cette idée d'être égaré, on voit qu'il y a plein de formes possibles. Ils ont joué là aussi avec les difformités parce qu'on en voit qui sont plutôt sphériques et lourds et gros, mais on en voit aussi qui sont hyper grands et fins, mais qui sont tout autant déprimés. Donc après ça vire un petit peu presque au film d'horreur, et ça permet d'introduire un autre personnage qui va en fait sauver ses âmes égarées, avec son bateau flambant de 1000 couleurs qui tranche énormément sur ce paysage terne. Voilà, son encre de bateau c'est carrément un signe peace and love. Alors voilà, là ils font tout le rituel, je trouve ça assez rigolo aussi, et c'est assez intéressant aussi ce moment où l'âme égarée va reprendre contrôle de sa vie un petit peu. Là en l'occurrence c'est un trader. En fait Pete Docter il aime bien faire ça dans ses films, il aime bien métaphoriser des choses de la vie réelle, comme il a fait avec Vice Versa aussi. Ouais là aussi c'est très chouette de voir comment en quelques secondes on arrive à nous plonger dans l'univers d'un trader avec des chiffres qui défilent partout, il est face à 3 écrans en train de tapoter sur son clavier en étant tout voûté, il y a des post-it qui s'accumulent avec écrit en gros deadline 5 PM, des trucs comme ça. On voit qu'il a un plat de nouilles instantanées qu'il a pas terminé ici, et là il réalise qu'il veut pas faire ça de sa vie, et il va tout foutre en l'air. Donc là aussi animation avec du stretch and squash, hein, on voit que son corps s'étend complètement avec ses mains qui sont encore fixées ici pour venir donner
en quelques images une grosse puissance pour tout virer, le shaky cam. Là il va faire pareil sur le bureau de son voisin. On retrouve un petit peu le même type d'animation là, tout son corps se courbe, vient chercher la puissance un peu loin, et hop, en quelques images, il y a tout qui dégage. Là il vient chercher la puissance vers le bas pour soulever le bureau, et voilà, il a repris en main sa vie. Bon, je sais pas si c'est le meilleur moyen de reprendre sa vie en main, mais en tout cas là ça marque bien les esprits. Du coup lui, quand Joe essaye, il voit juste une vision du grand après, ce qu'ils appellent le grand après, qui est en fait la mort, avec là aussi un concept visuel assez impressionnant. Mais nous on va avancer quand Joe revient dans le monde réel. Très bien, voilà. Je fais juste une petite pause, d'accord. Donc voilà, Joe revient dans le monde réel, mais finalement il se retrouve plongé dans le corps d'un chat, et c'est 22 qui a pris possession de son corps. Donc là on retrouve l'idée que je disais avec les designs des êtres humains, c'est-à-dire que le design du chat, pareil, il est très réaliste dans ses textures et ses proportions à la limite, mais par exemple son visage, c'est pas du tout un vrai visage de chat, quoi. Et donc là tout l'intérêt de cette scène qui fait que je l'ai choisi, c'est que en fait ils se retrouvent les deux dans des corps qui leur vont pas du tout, qui ne maîtrisent pas du tout. Donc on le voit déjà avec Joe dans le corps d'un chat qui maîtrise pas vraiment sa réception. On voit même là qu'il arrive pas du tout à adhérer au sol avec ses petites patounes, il se casse la gueule, il glisse partout, et ça va se voir encore plus avec du coup 22 dans le corps de Joe. 22 elle débarque, elle arrive en quatre pattes, elle a pas compris que ça marchait pas pareil pour les humains. Et voilà, toute cette animation est très intéressante. Je pense que c'est vraiment un cas qui n'arrive pas souvent en animation, c'est de devoir jouer la maladresse à ce degré-là, ça existe rarement. Là, c'est vraiment l'idée qu'on t'a placé aux commandes d'un corps que tu n'as jamais commandé, quoi. Comme si on te mettait à bord d'un véhicule que t'as jamais piloté. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a aucun membre qui marche ensemble. Là, elle pourrait déjà s'aider de ses mains pour se pousser, se relever, mais non, elle fait d'abord des petits pas en avant. Elle a une main qui reste complètement inerte pendant que l'autre va chercher un appui. C'est toute une chorégraphie bien pensée qui nous montre que chaque membre est mal contrôlé, ou en tout cas n'est pas synchronisé avec le reste. Ça donne des posings vraiment extrêmes comme ça. Vraiment, le personnage n'a aucune maîtrise de ses gestes. Chacun de ses appuis tombe un petit peu à l'eau, il glisse. C'est un peu un exercice qu'on pourrait rapprocher à un homme ivre par exemple, puisque voilà, en état d'ivresse c'est un peu pareil, il y a une perte de contrôle qui s'opère. Mais là c'est un degré un peu différent, là c'est vraiment t'essayes de faire quelque chose, t'essayes de contrôler, mais t'y arrives pas. Voilà, on sent vraiment les jambes qui s'élancent, mais le corps qui suit pas, le corps est en arrière parce qu'elle a oublié qu'elle pouvait juste rehausser son torse vers l'avant. Même ce passage là où elle doit appuyer sur un bouton, rien que sa façon de fermer sa main pour garder un seul doigt tendu, ça lui paraît être une espèce de découverte mystérieuse. Et donc elle arrive même pas à lancer sa main pour appuyer sur le bouton. En plus, ce qui marche bien dans le film, c'est qu'on ressent vraiment ce côté où t'as peur pour le corps en fait de Joe. Tu te dis à tout moment, elle lui bousille son corps. Là, par exemple, les doigts, c'est un pianiste, il a besoin de ses mains pour travailler. Elle peut lui bousiller complètement ses doigts en moins de 2 secondes. Donc c'est finalement Joe dans le corps du chat qui va appuyer sur le bouton. Et ouais, non, au-delà de l'animation, toute cette idée de plonger un personnage dans un corps qui lui appartient pas, je trouvais ça vraiment génial. Pour moi, c'est vraiment une des grandes forces de Saul. Bon allez, à la prochaine. Viens voir, Terry. Alors ensuite, une autre grande force de Saul que j'ai adoré dans ce film, c'est l'antagoniste Terry, avec son thème musical dédié que je peux pas vous passer ici parce que ça va me faire une réclame droit d'auteur. Et je vous invite à aller checker la musique Terry Time, moi elle m'a vraiment marqué. Je trouve qu'elle correspond vraiment au personnage, c'est vraiment bien trouvé. Et donc là, il y a toute cette scène où Terry intervient dans la vie réelle pour aller chercher Joe. Et donc il y a tout un jeu où on va en fait intégrer Terry dans des endroits de la vie réelle. Donc ici, il prend possession de l'encéphalogramme et en fait, il va se déplacer dans la vie réelle en suivant des lignes logiques un petit peu partout. Je trouve ça hyper bien trouvé. Voilà, il vient suivre les dalles. On voit qu'il crée du reflet dans les parties métalliques, donc c'est que vraiment il existe là actuellement dans la réalité. Et en fait, à ce moment-là de la scène, ça devient presque un jeu de deviner où est-ce qu'il va apparaître. Donc là, en l'occurrence, il se camouflait dans les structures métalliques. Là, il se camoufle dans les cordes. Là aussi, dès qu'il quitte l'instrument, on voit que les cordes ont un petit frétillement. Il y a toujours cette idée de montrer qu'il est vraiment passé physiquement dans l'objet. Et là, c'est assez marrant parce qu'il pense avoir chopé Joe, sauf que c'est pas Joe qui va tomber dans sa dimension. Donc voilà, là, il se rend compte que c'est pas Joe. Je trouvais ça hyper intéressant aussi comment le corps tombe de manière ultra lente, figé dans sa pose dans cet espace-temps. On comprend vraiment qu'on a fait un espèce d'arrêt sur image de la vie de cette personne à ce moment-là. Il y a toujours ce contraste intéressant qui est travaillé avec Terry qui fait plein de mouvements à droite de l'écran et le mec qui lui au contraire est plutôt totalement inanimé. C'est souvent un truc qui est recherché ça dans les films d'animation, c'est de créer du contraste, créer de l'intérêt visuel diversifié. Donc ensuite il est complètement terrorisé, le mec il vient littéralement de se voir mourir. Mine de rien c'est un film plutôt mature, un Saul pour un film d'animation. Je pense que c'est peut-être pas le film d'animation à montrer aux enfants parce que ça aborde des thématiques quand même plutôt matures avec la mort bien évidemment et puis aussi tout le truc de trouver sa passion, la flamme qui nous anime, tout ça. Mais ouais, Terry, un antagoniste que j'ai vraiment adoré. En soi, c'est juste un mec qui fait bien son job de comptable et j'adore parce qu'il est juste à fond dans son travail. Sauf que ici, du coup, son travail, ça consiste à vérifier que Joe est bien mort, ce qui n'est pas le cas.
Alors on va finir avec quand même une scène de musique, je parle de Soul, j'étais obligé de parler d'une scène de musique, mais je vais en faire une que j'ai pas abordée dans ma vidéo sur la musique dans l'animation. C'est le concert final qui doit lancer la carrière de Joe. Si vous avez vu le film, vous savez que le film s'arrête pas finalement sur ce concert, mais je pense que ça va quand même être intéressant à analyser. Donc moi un des trucs qui m'a frappé dans cette scène de concert, c'est le travail sur les ambiances lumineuses. En fait on ressent vraiment des fois qu'on a la lumière dans les yeux, c'est un type d'ambiance très palpable qu'on voit bien pour ce genre de concert. C'est presque si on sent que l'air est chargé un petit peu, qui fait un peu lourd. Ouais, ça retransmet vraiment l'immersion dans ce bar avec un concert de jazz. Donc ensuite pour ce qui est de l'animation, bon je vais quand même le rappeler ici, mais du coup tous les mouvements de main des personnages sont bien sûr en respect total avec les morceaux qu'on est en train d'entendre. C'est-à-dire que c'est pas juste on passe une musique et on fait bouger les doigts des personnages de manière aléatoire. Non, c'est les doigts bougent vraiment en cohérence avec la musique. Donc voilà, on passe par pas mal de plans dynamiques avec les musiciens qui en même temps qu'ils jouent se regardent, interagissent. On sent que chaque musicien vit vraiment sa musique, c'est-à-dire qu'ils sont pas juste là à jouer avec une position statique. Non, des fois ils se courbent, ils rentrent vraiment dans leur esprit. Et ensuite du coup au niveau de la narration, ils ont choisi de montrer différents moments du concert. On passe par différents tempos, des fois des musiques plus lentes, des fois des musiques plus endiablées, avec du coup les ambiances lumineuses qui changent de couleur, les personnages qui commencent à être trempés de sueur parce qu'on sent qu'ils jouent depuis un moment déjà. Ah la vache, regardez-moi ce réalisme entre les cheveux, la peau trempée de sueur et tout, c'est vraiment magnifique. Voilà, on a le droit à un close-up sur chaque personnage qui est vraiment habité par sa musique. On voit que même les deux musiciens qui sont un petit peu figurants entre guillemets parce qu'ils sont vraiment au second plan par rapport à Dorothy Williams qui est un petit peu plus mise en avant. Et on voit que même eux en fait ils ont des designs qui sont quand même bien réfléchis. Elle est toute longiligne, toute fine, alors que lui il est plutôt mastoc, armoire à glace. Il y a toujours cette idée vraiment de contraster et de pas faire des personnages secondaires qui seraient vraiment inintéressants. Ils essayent toujours de rajouter là où ils peuvent de l'intérêt, même pour des personnages qui n'en méritent pas forcément. Enfin n'en méritent pas, c'est pas ça que je veux dire, mais vous avez compris je pense. Et du coup ça finit en standing ovation. Joe Gardner a accompli son rêve. Avec ici les proches de Joe qui sont bien mis en avant, on voit dans les couleurs, la plupart des figurants sont complètement sombres alors qu'elles sont toutes colorées, toutes flashy. Et du coup le film va continuer après ça, mais nous on va s'arrêter là. Et nous voilà arrivés au bout de cette 9e analyse d'animation. J'espère qu'elle vous a plu. Soul pour moi c'est un des meilleurs Pixar, c'est un film avec des très beaux messages et je serai sûrement réamené à en parler avec un angle un peu moins technique. Tu peux à ton tour suggérer les prochaines œuvres à analyser dans ce format. Si tu aimes l'animation, tu l'auras compris je pense, tu es au bon endroit, tu peux t'abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. On se retrouve comme d'habitude d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.